Donc, Calvachomer, je vais chercher le tableau où on avait noté la structure du truc. Il est là. Le tableau blanc, il est là-bas. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Donc, bref, pour résumer très rapidement, Calvachomer, la structure formelle qu'on a déjà dégagée, c'est de dire si on a un sujet halachique qui, sur telle propriété halachique A est cal, et qu'il a par ailleurs une propriété halachique bête qui est chamour, alors un autre sujet halachique qui, sur la propriété A est chamour, kal vachomer qui sera aussi chamour sur la propriété halachique B. Okay. Mais donc on a, et justement tout ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était l'analyse de, donc ce qu'on appelle le premier cas, c'est le mélamed, parce que c'est celui qui va être énoncé dans la Torah, c'est ce cas-là où les propriétés halachiques A et B sont explicites dans la Torah, et c'est lui qui va nous apprendre, qui va être mélamed, à propos du lamed, donc du sujet halachique, deuxième sujet halachique, dont on ignore s'il a la propriété halachique B ou pas. Donc c'est le mélamed et le lamed. Et toute la question de la dernière fois qu'on avait vue, c'était en quoi est-ce que kal vachomer, ça renvoie à ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire kal vachomer? C'est pas kal vechamour, c'est ni kula vechuma, c'est kal qui est un adjectif, et chomer qui est un substantif. Donc c'était que qualifié de kal et qui avait une propriété, une chumra. Okay. Donc toute la question c'était de savoir est-ce que finalement kal vachomer ça qualifie le mélamed, c'est un kal qui a un chomer, okay. Mais le problème qu'on avait c'est que aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sujet A qui est chamour et qui a une propriété bête qui est kal, et donc pour un autre sujet qui est kal sur A, il sera kal sur B. D'accord. Chamour ve kula. Et ça, c'est pas énoncé. Donc en fait, il avait montré que cette relation d'un passage de kal à chomer, ça fonctionnait entre les deux propriétés du mélamed, entre le A du mélamed et le bet du lamed, donc le début et la fin du raisonnement, et ça fonctionnait aussi dans le rapport entre les propriétés A du mélamed et du lamed. Il y en avait un qui était cal et l'autre qui était proche. Okay. Alors pourquoi est-ce que les Mefarshim, eux, se sont concentrés essentiellement sur l'énoncé Kal vachomer du mélamed, c'est-à-dire un cas cal et qui a une chumra, parce que, dit-il, ils se sont axés sur ce que la Braïta elle-même donne comme, ce qu'on va appeler ça comme paradigme, comme exemple, comme source du Kal vachomer dans la Torah. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que donc la Braïta, nous on connaît la liste des Braïtot, enfin la liste des Midot, parce que c'est dans la Tfila, si on arrive avant Odou. Mais en réalité, la Braïta est continuée. Pour chacune des 13 Midot, elle donne des illustrations dans les psukim. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc là, j'avance. Page 30 dans le PDF. Donc, Daf Nun Tet dans le texte. Ça commence comme ça s'énonce comme ça. Okay. Mikal Vachomer, Ketzad. ויאמר השם אל משה ואביה ירוק ירק בפניה הלא תיכלם 7 ימים תיסגר 7 ימים כדיו לבוא מן הדין להיות כנידון תיסגר מרים 7 ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. Avant d'analyser ça, il faut avoir bien les psukim en tête à ce niveau-là. Donc c'est, comme on l'avait dit la dernière fois, et là c'est indiqué, c'est dans Bamidbar 12-14, c'est donc la fin de Behar Alotra. C'est cette histoire où Myriam et Aaron font reproche à Moshe d'avoir divorcé de son épouse Couchite, et Hachem les réprimande, et Myriam est frappée de Tsarat. Et donc la question, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que normalement, Tsarat, il faut qu'elle soit
isolé et surveillé pendant 7 jours, voire plus, parce que il y a un premier esguerre de 7 jours, et après, si la tsarat s'est étendue, il y a un autre esguerre de 7 jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Et Moshe dit Elna Refanela. Ok, c'est connu. Et Hachem lui répond Vayomer Hachem El Moshe Ve'avia Yarok Yarak Befanea. Et son père lui cracherait au visage Allo Tikalem Shivat Yamim, n'est-ce pas qu'elle serait honteuse pendant 7 jours? Tisager Shivat Yamim, Mirchutz Lamachane. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle s'isolera, compliqué. Est-ce que là, est-ce qu'il y a une rupture ici? Ou est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que c'est la suite? Allo tikalem shivatamim tisager shivatamim yuchas machan v'achar te'asef? Ou alors est-ce que c'est allo tikalem shivatamim yuchas machan v'achar te'asef? Et en réalité, c'est comme ça qu'on lit, n'est-ce pas, que si son père lui crachait au visage, elle aurait honte pendant 7 jours, donc qu'elle sort du camp, et ensuite elle sera réadmise. Vatisager Myriam Yachutz Samachane Shivat Yamim. Ve'aram lo nasa ad heyasef Myriam. Et Myriam donc fut recluse effectivement hors du camp pendant 7 jours, et le peuple ne reprit pas sa route jusqu'à ce que Myriam ait réintégré le camp. Donc c'est ça, en fait, on va passer, pas ici, mais plus tard, on aura l'occasion d'analyser vraiment ces trucs. Ça, ce qui est donné ici comme exemple par la Torah. Alors, Ve'avia yarok yarak befanea, alo tikalem shivat yamim, tisager shivat yamim. Donc c'est ça la difficulté. Là, il a l'air de lire Tisager Shivat Yamim dans la suite de Tikalem Shivat Yamim. Donc, n'est-ce pas que déjà pour son père, elle aurait honte pendant. Donc, Kalva Chomer pour la Shrina. Et pour la Shrina, donc le Kalva Chomer impliquerait une sorte de proportionnalité, d'accord? C'est-à-dire que déjà, si pour son père, elle s'isolait 7 jours, alors pour la Shrina, elle devrait s'isoler 14 jours. Ça va être la question pourquoi 14 jours. Et là, Dayo la vomi. Et c'est ça l'enseignement essentiel de ce passage en réalité. Enfin, on va le voir, c'est une marque justement. Et il suffit pour l'enseignement appris d'être de même degré que la source d'où on l'apprend. Donc, de la même manière que si c'était son père, elle s'enfermerait pendant 7 jours. Là aussi, même si c'est la Shrina, et que la Shrina est plus Chamoura que le père, elle ne s'enferme que 7 jours en dehors du camp. Pas du tout compris cette histoire de 14 jours. Alors, ça va être la question. Okay, parce que 14 jours, on est d'accord que ce n'est pas dans le Pasuk. C'est ce que rajoute la brata de Rabbi Ishmael, et c'est là-dessus qu'on va s'attacher. Alors, il faut savoir justement que là, on va voir des commentaires du Rashbam et de Rashi et de Tosfot, donc qui ne sont pas sur la Braïta, qui sont sur la Gemara quand elle cite la Braïta. Okay. Et en réalité, quand est-ce que la Gemara va citer la Braïta? Il y a là en particulier 2 soubiotes. Une à la fin de Baba Batra, enfin pas à la fin, vers la fin de Baba Batra, dans le Perek Yesh Nochalim, c'est-à-dire sur toutes les discussions sur l'héritage, où on ne va pas faire la Souga en tant que telle, mais juste pour que vous ayez le contexte, comment ça fonctionne, on pose la question de savoir comment est-ce qu'une fille hérite de son père et de sa mère quand il y a pas, quand elle a pas de frère. Okay.
Et en réalité, comment est-ce qu'on sait qu'on hérite de la mère? C'est ça la question de la Gemara. Enfin, de la Mishnah déjà. Brièvement, on sait on voit dans les psukim qu'il y a un héritage du père, que le fils hérite du père. Mais dans le cas des Bénot Sélophrade, au début, c'est une discussion sur est-ce que les filles héritent du père en l'absence de frère. Et ensuite, on pose la question, oui, mais comment ça se passe quand ils vont se marier entre Shevatim? Et là, on explique que elles vont hériter du Shevet, de la mère et du père. Donc, comment elles peuvent hériter des deux côtés? C'est si effectivement, ni du côté de la mère, ni du côté du père, elles n'ont de frères. Et donc, de ce fait-là, elles vont hériter de leur père, ce qu'on savait déjà, mais elles vont aussi, les filles héritent de leur mère. On n'apprend pas que les fils héritent de leur mère. Donc, ça, on l'apprend par un calvachomer. Les filles, en temps normal, quand il y a des frères, elles n'héritent pas de leur père. Et pourtant, si on pose la question de l'héritage de la mère, elles héritent bien de la mère. Les fils qui normalement héritent du père héritent aussi de leur mère. J'ai pas compris. Si normalement les filles en termes d'héritage sont au deuxième plan. Ouais, le calvachomer, j'ai compris. Ouais. Ce que j'ai pas compris, c'est le moment où on apprend que les filles héritent de la mère aussi. C'est dans Benot Selophrad où on dit quand elles peuvent hériter de leur père et de leur mère. Ah, et de leur mère. Ouais. D'accord. Et voilà, vu qu'on a appris l'héritage de la mère à partir des filles, est-ce que on va apprendre, quand il s'agit d'hériter de les mères, à ce moment-là, les filles pourraient être prioritaires par rapport aux fils? D'elles qu'on l'apprend, ok? Et là, on fait intervenir, non, le Dayo, la Boum, il a dit, il donne que de la même manière que quand il s'agit du père, les frères sont prioritaires par rapport aux sœurs, de la même manière, quand ils héritent de la mère, ça. Je ne fais pas la Souga, parce que c'est vrai que c'est compliqué, Bezrat Hashem, on la fera. Mais en tout cas, l'Agmara fait intervenir cette mais pour apprendre la notion de Dayo. Okay. Et de la même manière, dans Zvachim, je ne sais plus exactement sur quoi c'est, mais là aussi, c'est pour montrer comment ça marche le Dayo. Et de fait, on le verra par la suite, la grande discussion qu'il va y avoir, c'est est-ce que les psukim de Myriam viennent nous apprendre Kal Vachomer, qu'on ne pourrait pas avoir sans ça, ou est-ce que, même sans l'exemple de Myriam, on aurait la notion de Kal Vachomer, la notion rationnelle de Kal Vachomer, et que l'histoire de Myriam, ça vient d'apprendre Dayo, précisément. Parce que, comme on l'a vu, ce que rajoute la Braïta, c'est les 14 jours pour la Shrina qui devraient être ce qu'on devrait déduire du Kal Vachomer si on n'avait pas le Dayo. Parce que normalement, un Kal Vachomer, ce serait déjà, voilà, si pour un sujet 1 qui est Kal en A, qui est Chamour en B, le sujet 2 qui est Chamour en B devrait être qui est Chamour en A devrait être encore plus Chamour en B. On n'a pas le facteur, c'est artificiel. Alors, c'est quoi 2? Alors, ça, c'est la question. Et c'est la question. Déjà, il y a une analyse intéressante. Il y a une marcoquette entre Rashbam et Rashi. Je rappelle que à partir de la moitié, en gros, de Perikres Katabatim, il n'y a plus Rashi sur Baba Batra. C'est-à-dire que dans nos éditions actuelles, il y a marqué jusqu'ici Adkan Perush Rashi ou Misham Ve'alea Perush Rashbam, donc son petit-fils, parce que Rashi n'a donc jamais fini le commentaire de Baba Batra. C'est Rajon continuer. Dans les anciennes éditions, il y a marqué carrément Kan Met Rashi. Rashi est mort ici, et maintenant c'est le commentaire de Rajon. Donc toute la fin de Baba Batra, il n'y a pas Rashi, c'est Rashbam. Okay, et c'est intéressant parce que justement, comme c'est pas Rashi, on va voir qu'il commande différemment. Dit comme ça. Donc, Rashbam Zal, Veperek Yesh Nochalim, donc dans notre chapitre de Baba Batra sur l'héritage, Piresh Ketzad, ça veut dire quoi Ketzad? Davar midavar alele kalvachomer. À propos de quel sujet nous interprétons, enfin nous apprenons, nous déduisons une chose d'une autre sur la base d'un kalvachomer. Donc,
lui comprend Ketzad comme la modalité. Comment ça marche? Comment ça marche un Kal Vachomer? Rashi, Zal, Loken Piresh, Bemasechet Zvachim, donc dans Zvachim, Rashi, là il était encore vivant, je commente autrement. La Zel Shonosham, Mikal Vachomer Ketzad, Minayin Sheatorah Nitena Lidaresh Bekal Vachomer. D'où on apprend que la Torah peut s'interpréter en recourant au Kal Vachomer. Donc, quelle est, non pas comment ça marche un Kal Vachomer, mais quelle est la source dans la Torah qu'on a droit de faire un Kal Vachomer. Donc, c'est deux approches complètement différentes. Il y en a une qui est logicienne et l'autre qui recherche une source scripturaire. Ve'arshav Never, donc il va nous expliquer l'enjeu profond de la discussion. Hina Rashbam, Piresh Ketzad, Kipshuto. Rashbam, on le sait déjà sur le commentaire de la Torah, c'est pareil ici. Rashbam, il essaie d'être plus proche du Pshat que Rashi. Ça ne veut pas dire qu'il est plus mec à Pshat, c'est-à-dire creuser pour trouver la profondeur du Pshat. Mais dans la mesure du possible, il va essayer de rester au plus près des mots. Chez Yatse, donc, Ketzad, chez Yatse, Be'ezetzad. Dans quel aspect? Selon quel aspect? Les épiresh Hashela, Be'eze Ofan, Anu Dorshim, Be'torah, Davar Midavar, Al-Kalachol. Comme ça qu'il explique, en analysant étymologiquement Ketzad, la question c'est de quelle manière nous allons interpréter la Torah, déduire des choses d'autres dans la Torah par un Kal Vachomer. D'accord? Que donc, la tête de Rabbi Ishmael, elle viendrait donner un exemple scripturel. D'accord? C'est-à-dire, on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle Kal Vachomer, indépendamment de la Torah, en quelque sorte, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. La notion de Kal Vachomer existe. Mais les modalités techniques de la mise en œuvre d'un Kal Vachomer ne sont pas données. Et donc, la Torah, elle vient nous donner les modalités techniques du Kal Vachomer, et en particulier la notion de Dayo. Mais Rashi, Zal, Lora, les Farejzé. Donc, Rashi, c'est tout le génie de Rashi, c'est tout le travail qu'il faut faire quand on étudie Rashi. Rashi, il a l'air simple parce qu'il dit les choses en peu de mots et il est hyper pédagogique. Mais en réalité, pour arriver au résultat qu'a fait Rashi, Rashi a fait tout le travail des Baalei Atosot. Les Baalei Atosot, ils n'ont pas inventé la même méthode, sauf qu'il n'a pas écrit sous la forme de Tosfot. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier ensemble Rashi et Tosfot, parce que il faut se dire, non mais attends, ce que dit Tosfot, Rashi a sans doute pensé, et s'il dit ce qu'il dit, qu'elle est simple, c'est pas parce qu'il est allé vite et qu'il n'a pas vu le problème de Tosfot, c'est un vrai choix. C'est que, et d'ailleurs, de manière plus générale, Rashi, ça s'étudie comme ça. C'est-à-dire, soit, c'est vrai qu'il y a des choses, parfois, bon, c'est des mots araméens rares, il nous donne la traduction, c'est pratique, effectivement, on ne l'aurait pas eu sans lui. Okay. On aurait compris d'une certaine façon, Rashi nous met un peu sur les rails. Okay. Ça, c'est déjà bien. Encore faut-il comprendre pourquoi est-ce qu'on s'était trompé. Okay. Rashi nous permet de comprendre que, attends, on est peut-être allé trop vite, on n'a peut-être pas compris un truc. Le gros problème avec Rashi, c'est quand il te dit quelque chose que tu avais déjà compris toi-même. Rashi, il n'est pas là pour énoncer des évidences, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut faire ce travail de Rashi en disant, attends, s'il vient nous dire c'est comme ça, et si cette autre lecture était possible, c'est parce que peut-être nous, on est passé à côté, mais peut-être qu'elle avait sa rationalité, et que donc ce qui nous paraît évident n'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a une vraie analyse, et que ce choix-là sur lequel on était tombé par hasard, en réalité, il faut justifier sa rationalité. Et donc là, pareil, voilà, Rashi, il n'est pas bête, et il comprend que Ketzad, c'est de quelle manière. Mais s'il n'interprète pas comme ça, il dit pourquoi les fiches et Da'ato, d'accord, et il dit c'est sa vision, et c'est la bonne vision. Loba Rabbi Ishmael le'arot lanu ofan akal vachomer. Rabbi Ishmael, ce braïtaï-là, il ne vient pas nous montrer comment ça marche un kal vachomer. Et là, l'ilmo de le'avir re'aya min Torah le kal vachomer. Elle vient nous montrer en quoi est-ce que le Kal Vachomer est fondé en Torah.
וזה יביא ראיה שדרש הכתוב ההסגר לכבוד השכינה החמורה מצד הימצאו לכבוד אביה הקל. C'est pour ça qu'il nous ramène ce pasouk de la réclusion en l'honneur de la Shrina, qui est plus importante, sur la base des caractéristiques de l'honneur dû au père, qui est plus léger. ובמה שדרשה זה התורה בזה המקום, וזה למדנו לדרוש זה בכל מקום אשר יימצא. Et du fait que la Torah, elle s'autorise en quelque sorte à faire cette analyse-là, puisque de fait, on l'a bien vu que ni les 14 jours ne sont énoncés, ni même le mot de Shrina est énoncé. Okay? On a vu qu'on avait du mal à faire la césure, effectivement, parce qu'il manque une partie des éléments. Donc, du fait que la Torah elle vient nous apprendre ça, hein, d'accord, elle fait cette analyse de Kal Vachomer, alors elle nous donne un enseignement que c'est une méthode d'interprétation qu'on peut appliquer partout. C'est un bignana, si tu veux. ואם תסתכל באופן הקל וחומר זה שהוא לימוד חמור לחמור מהקל, תמצא טעם לשם קל וחומר. Et là, on revient à ce qu'on a vu la semaine dernière. Et si effectivement tu analyses un peu comment fonctionne maintenant ce Kal Vachomer, qu'on apprend la propriété Chomer Bet pour le chamour sur la qualité Aleph du Kal qui est Kal en Aleph et Chamour en Bet, hein. Donc, tu trouveras la raison pour laquelle ça s'appelle Kal Vachomer, c'est Kal Vachomer Bo, d'accord? C'est le Melamed, qui est sur le plan A Kal et qui a une propriété Khumra en bête. Ve'achi uva betorah, shelo amar ela avia sheu akal, ve'chomer animtza bo, sheu hesger shivat yamim. D'ailleurs, la Torah, elle n'énonce pas les quatre parties du Kal Vachomer, ni même les trois parties du Kal Vachomer. Elle ne dit pas le père 7 jours, elle dit juste le père 7 jours. Donc, Ve'amar ze lilmod mimenu chumra la shechina chamura. Donc elle nous énonce ça, et c'est à nous de déduire, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, l'ilmod, c'est pas quelque chose, le limoud, c'est pas quelque chose qui est passif, c'est quelque chose qui demande un effort, qui demande une activité, d'accord? C'est à nous de faire cet effort-là dans notre lecture, de comprendre ce que ça veut dire. Le keshem shatora lo biera beze ela akal vechomer shebo, ce qui est l'équivalent de la prémisse majeure, d'accord? Le kal avec une propriété chomer. Veishmit halamed le'avat akitsur, et elle a omis la prémisse mineure, okay, le lamed, par souci de brièveté. Ken karao Rabbi Ishmael kalva. Rabbi Ishmael aussi, il a fait une formule courte et frappante. Chez mais lamed kal vechomro, chez bevadaï yelamed chumro lachamro. ובזה יתבהר אומרו וקל וחומר כיצד, ça on a compris. וכאן אמרנו דנקת חדה, והוא הדין שלימד החמור עם כולה בו וכולה קל, והוא לימוד כולה מהחמור הקל. Il avait l'air de choisir le pirouge de Rachid pour Ketzad, et à la fin, il utilise le Ketzad dans le pirouge du Rajbam. Donc, c'est pas grave. Non, parce que Ketzad, c'est vrai que ça. Non, mais ça, on verra que c'est un enjeu. C'est-à-dire que le fait est que la marque, le pirouge de Rachid n'exclut pas le fait, il nous montre comment ça marche. Mais ce que vient exclure Rachid, c'est de dire la source de Kal Vachomer n'est pas dans la Torah. Donc,
Après, je saute, c'est pas grave, qui est un peu redondant, et je passe à ce qu'il dit sur Tosfot. Ok? Vea Tosfot, Hakshuaz, d'accord? Ce soir, ils ont un problème sur la Braïta, d'accord? De Er Natan, va les Ma'alat Ashkina, al Ma'alat Av. Comment est-ce que la Braïta de Rabbi Ishmael peut et, le par rapport à l'honneur du père. D'accord? Velo ha'ala ashrina non he'ala madga achad. D'accord? Pourquoi est-ce que finalement on dit bon ben le père c'est degré 1 de 7 jours et donc la shrina c'est degré 2 14 jours. Quoi? C'est juste 1 degré de plus, d'accord? Kilo aya mina rahu she'omer la kalva chomer shrina leolam. D'accord? Elle dit, ben voilà, déjà son père, c'est 7 jours. Et la présence divine, c'est Dieu, c'est l'infini, donc elle va être recluse à l'infini. La nation éternelle de Myriam pour avoir osé parler contre Moshe ça se défend. Tu vois, si on est dans un truc de proportionnalité, Dieu, c'est incommensurable au Père. Donc le Père, ça peut être 7 ou ça peut être 50 ou ça peut être 0,1. La Shrina, ce sera toujours à l'infini. Mais Tirtsu, Beshem, alors donc il y a dans Tosfot plusieurs résolutions. Donc, Beshem Rabbeinu Tam, de Leachin Akat Arba Asar Yom, Rabbeinu Tam, il propose une explication. Pourquoi 14 jours? Les filles chez Shlosha Shotafim Yesh Ba'adam, dans Masechet Nida, on nous dit que dans il y a 3 associés. Non? Akadosh Baruch Hu, Ve'avi Ve'imo. D'accord? Donc, le père, la mère et Dieu. Ve'avi ve'imo kol echad noten bo chamisha dvarim, ve'akadosh baruch hu noten bo asara dvarim. Je ne rentre pas dans le détail, mais le père et la mère contribuent chacun à 5 composantes de l'enfant à naître, et Dieu à 10 composants. Ve'nimsa, c'est les shrina shne chalakim ou les avar chelak echad. D'accord? Donc, c'est qu'on doit l'honneur aux parents parce que c'est eux qui nous ont donné naissance, c'est eux qui nous ont donné ce qu'on était à la naissance. Et donc, si le père a donné 5 et que Dieu, dans cette notion d'honneur filial, on va dire, parce que c'est ça l'exemple qui est pris, vaut 2 fois plus que le père, parce qu'il a donné 2 fois plus. Mais et ça, Julien, oui. le raisonnement là, il porte. C'est bon, je comprends, mais le raisonnement porte sur le sujet le sujet de l'illumination. Je veux dire, on compare Dieu et le Père, mais Ouais. c'est un peu biaisé parce que c'est comme si tu me disais, par exemple, si je prends un meurtre est un meurtre. Ça veut dire le problème, est-ce que la question c'est de dire, puisque Myriam a fauté, ça veut dire puisque Myriam a fauté, si elle avait fauté vis-à-vis de son père, on ne lui aurait pas pardonné. Donc puisqu'elle elle a fauté vis-à-vis de Dieu, donc on ne lui pardonne pas. Mais on ne parle pas de la lourdeur de la punition. La punition, elle doit être la même, quel que soit théoriquement, quel que soit le sujet supportant l'humiliation. Tu comprends ce que je veux dire? Non, parce que Ça veut dire, l'humiliation, ça veut dire que est ce serait plus une importante. justice, ce serait une justice à 2 vitesses. Si tu tues un riche, tu payeras plus que si tu tues un pauvre. Et le Kalvachomer, c'est pas ça. Le Kalvachomer, c'est plutôt une Excuse-moi, mais pour le coup, ça existe. C'est-à-dire que tu as cette notion que violence sur un dépositaire de l'ordre public, c'est plus lourd comme peine. oui, oui, tu as raison. Mais là, est-ce qu'on est on peut être aussi dans le fait de dire on peut pardonner à Myriam. Ça veut dire, puisque la logique de la chose, c'est que Mais non, regarde, Moshe demande à Hachem de pardonner à je prends Myriam. Et c'est le, pour le- ça le- que le- là, et c'est pour ça qu'on comprend mieux si on voit ça. Moshe demande à Hachem de pardonner à Myriam.
Hachem lui répond, écoute, si elle avait craché au visage si son père lui avait craché au visage, enfin, si elle avait fait une faute vis-à-vis de son père, d'accord, elle aurait été punie. Donc, qu'elle va remarquer qu'elle doit être punie maintenant. Mais c'est pas qu'elle doit être punie, mais 7 jours, c'est 7 jours. Ça veut dire qu'elle doit être punie de la même manière que son père aurait été. Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est le alors, Kalvachomer réside dans le fait que c'est d'accepter ou non la demande de pardon de Moshe vis-à-vis de Myriam. Là où je suis Et d'accord là, on avec est vous, parti. Et là, on est Yoshua, parti c'est vrai que mais c'est le plus logique. Ça veut dire, là, on est parti parce on s'imagine qu'Hachem, ces trucs, mais dans ce cas-là, on ne comprend pas qu'elle est payée uniquement 7 jours. mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à mon avis, du Calvachomer, on ne peut déduire que le fait que c'est au moins 7 jours. En revanche, le rapport de proportion, là, ce qu'a dit Julien, effectivement, la qualité de la victime, elle peut influer sur la sanction, on le connaît en Oui, la qualité de la victime, dans ce cas-là, elle serait infinie. Ça veut dire qu'on ne serait pas mais parti sur ensuite, 7 jours. serait plutôt un raisonnement par analogie, c'est-à-dire dire, enfin, en tout cas, à mon avis, la Mais sanction il faut sur toujours pas laquelle on se oublier trouve, mais non, c'est un il autre faut pas raisonnement en oublier, fait, il permet faut de pas oublier dire c'est le le contexte cadre première, il permet de dire le que c'est contexte. au moins ça, hmm. à Il faut pas minima oublier le c'est ça. dialogue. Oui, vas-y, Yoshua. Il faut pas oublier le dialogue. Le dialogue, c'est Moshe qui s'adresse à Hachem, d'accord? C'est Moshe qui s'adresse à Hachem et qui dit de pardonner à Myriam. C'est ça le dialogue. Et la question est, est-ce que je pardonne ou je pardonne pas? Je pardonne pas parce que si elle avait fauté vis-à-vis de son père, la question de la punition, c'est autre chose. Si elle avait fauté, elle n'aurait pas été pardonnée. Donc, vis-à-vis de Dieu, je ne pardonne pas. Maintenant, la punition, c'est la même pour tous. C'est 7 jours. Déjà, je me permets une petite remarque, c'est même pas, je ne pardonne pas où elle aurait été punie. En réalité, elle se serait enfermée dans sa chambre pendant 7 jours de honte. C'est ça l'idée. Okay, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant de voir que c'est un aspect psychologique. Et c'est pas tellement une question de gradation de la peine que de ressenti de l'humiliation. Et de fait, si tu es dans un rapport hiérarchique, tu te fais engueuler par ton N+1, c'est pas très agréable, mais c'est moins problématique que de se faire humilier en public par le PDG. C'est ce que je veux dire. Et de fait, mais là où tout le monde est d'accord, c'est que 7 jours, comme le père, soit comme le dit le Corban lui-même, soit à ce moment-là une infinité. Si on rentre dans la Si on rentre dans un calvaire de punition, si on rentre dans une compréhension de proportionnalité, mais effectivement, on a plus voilà. de limites. Mais là, on ne comprendrait pas les Soit il 7 est pas jours, là. alors. Pourquoi est-ce que la Braïta introduit cette histoire des 14 jours qui n'est pas dans le Passouk? Oui. C'est ça la question. Donc, Rabbeinu Tam, il essaie de trouver une logique. Pourquoi 14 jours? Alors, il tombe cette histoire de Nida, alors que je vois il contribue 2 fois plus que le père à l'enfant. Donc, alors, c'est pour ça qu'on multiplie 2 fois plus. Mais c'est une tentative de justification. Et Tosfot lui-même va dire ça ne marche pas ton truc. D'accord? Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien, le kavod qui est dû à Dieu n'est pas dû uniquement au fait qu'il a contribué à ta constitution fétale, quoi. C'est pas le sujet. D'accord. Et d'ailleurs, regarde, c'est ce que disent tous les Mefarshim après, ici, à la page suivante. Commentaire de Rabbi Newton, ils disent pas cette histoire-là. Shem Kain Enze Kalvachomer. Parce qu'en fait, c'est pas un Kalvachomer, d'accord? Si finalement ta logique de proportionnalité, elle est fondée sur des faits concrets qui font que voilà, il y a une contribution différente. Des minadines, c'est pas un limo de Calvachomer qu'on est en train de faire justement de transfert de propriété, etc. C'est que ben oui, effectivement, il y a une proportionnalité du kavod, il y a une proportionnalité de la peine. Mais de la même manière que quelqu'un remboursé 20 euros, okay, sans rentrer dans les histoires de Keffel, et que celui qui vole 40 euros doit rembourser 40 euros. Mais ce n'est pas parce que voler 40 euros, c'est plus grave que de voler 20 euros.
c'est qu'il y en a un qui est le double de l'autre et il rembourse le double de la somme. C'est tout. Il rembourse ce qu'il a volé. Veod, Ouais, chez ouais. Betosefta, Amrou Kalva Chomer, la Meler de Cohen. Alors, cette Tosefta, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, le Tosfot cite une Tosefta des Avot et les commentateurs dessus disent, j'ai pas trouvé. J'adore ces trucs-là. La première fois. Où est-ce que c'est? Je ne sais pas ici, c'est là. C'est dans le Massoret Hachas qu'il faudrait que j'arrive à agrandir. Où est-ce qu'on a agrandi les PDF ici? C'est là. Hop là. J'agrandis encore. Voilà. Massoret Hachas, il dit Lo yadati mikobo, je ne sais pas d'où ça sort. Veda de Betosfot Balakanana, Katou, Veken Tosefta de Avod, Veken Tosefta, Veken Mukham. Tosefta de Masechet Avot, ça n'existe pas. Vechipasti Beavot de Rabbi Nathan, l'équivalent de Tosefta sur Avot, Velo Matsati. Sauf que s'il y a un endroit, Tania Bezalach, donc il dit Amalia Akadosh Baruch Hu Moshe, Ilou Meler Nazavba, Ilou Avia Nazavba, Karaoui Haya Shetikalem, Hayala Shetikalem Shivateim, Ani Shani Meler Malcha Melachim, Alachat Kama Vekama. D'accord? Kama Lo Dinhu Shetikalem Yud Arba Asariom, et là les mantras Machoul, etc. D'accord? On aura l'occasion de revenir dessus, mais effectivement, dans les. Il y a un Kalvachomer sur la notion de Meler, ok, de Meler, et que donc là dans la voie de Rabbi Nathan, c'est beaucoup lui-même qui dit que ça devrait être 14 jours sur la base du Kalvachomer, mais et ça c'est une notion qu'on reverra. Pour toi, Moshe, j'accepte de baisser le tarif de ta sœur à 7 jours, pas 14 jours. Ça voudrait dire que tout notre apprentissage de Dayo se base sur une exception. Ce qu'on a fait ça, que Baruch a accepté une remise de peine pour Myriam en l'honneur de Moshe. C'est pour ça que c'est un peu problématique. Okay. Mais bon, Tosfot, il rapporte ce truc-là d'un Kalvachomer sur la base de Meler de Cohen. D'accord? Et donc, ce n'est pas à partir du père, c'est à partir de Meler de Cohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou Piroucho, qu'est-ce que ça veut dire d'après Tosfot? Ou Moshe Rabbeinu Shaya Meler de Cohen, Shimesh Shivat Yavi Amenouim, et Moshe Rabbeinu Amain Akata Yabanana, d'accord? D'accord? Donc, du fait que pour son père, Cohen, ce serait 14 jours. Okay. Et donc Meler de Cohen, ce serait quoi? Ce ne serait pas la Shrina, comme c'est dit dans Avot, mais ce serait Moshe Rabbeinu, qui avait le statut de Cohen pendant et donc, pour Moshe Rabbeinu, elle aurait dû s'élever 14 jours. Donc, ce n'est pas pour la Shrina, comme le dit la. Ça colle mieux avec le fait qu'elle a fauté de plus envers Moshe qu'envers la Shrina. Mais la Shrina, c'est la Braïta qui le dit. Il a un zekushia. D'agmara nakat akadosh baruch hu ve'amar Abba Esaria mipnei shenatan ba'adam kilpayim me'avi. D'accord. On est plutôt sur le raisonnement par analogie. Oui. On transpose, il n'y a pas de raisonnement a fortiori, il n'y a qu'un raisonnement par analogie. De même que c'est 7 jours, comme c'est 7. Mais alors pourquoi il dit 7 et 14 là? C'est par rapport à Myriam. Parce qu'il dit, voilà, si c'était son père, qui est ni Meler ni Cohen, ce serait 7 jours. Donc, pour Moshe Rabbeinu, qui a un statut. Ah oui, Meler et Cohen, ouais. Double. C'est double, c'est quoi? C'est Meler. Ouais, soit c'est double, soit même Meler, ça aurait suffi tout simplement. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Bien. Mais c'est acquis pour l'instant ou pas? On doit encore le démontrer? Non. Il me semblait qu'un raisonnement a fortiori, ça permettait de démontrer, d'arriver à la même solution, de démontrer qu'au moins la même solution, qu'à minima,
le même quantum, mais à minima, le même quantum s'appliquait que le cas moins fort. Oui, c'est Voilà. ça. Mais Est-ce qu'on l'a acquis ou est-ce qu'on est en train de le démontrer ou est-ce qu'on l'a acquis dans la alors, classe précédente? c'est acquis par le Passouk, D'accord. d'accord? Mais en réalité, comme on le voit, si on pourrait très bien être sur une logique comme ça exponentielle et que le Passouk nous apprend aussi le dayo, c'est-à-dire qu'on transfère la propriété du sujet 1 sur le sujet 2 sans appliquer une règle de proportionnalité. D'accord. Et donc en gardant les 7 jours, ça aurait été garder les 7 jours. Voilà. Parce que le Passouk dit qu'on garde les 7 jours. Et ça, c'est pas le calvaire simple. Si, c'est le cas de Varchomer simple, mais on aurait pu avoir une. Ce que nous dit la Braïta, c'est qu'on aurait pu imaginer un cas de Varchomer Avec la proportionnalité. avec la proportionnalité. D'accord. On aurait pu. Voilà. D'accord. Et ça, en soi, on peut l'accepter parce que c'est aussi. On dit pour le père 7 jours, 3 petits points. Donc, qu'est-ce qu'elle va se prendre dans la figure? Et on dit, ben, donc, elle prend 7 jours aussi. Donc là, on apprend la transposition sans multiplication, le dayo. Mais la bizarrerie, c'est cette braïta de Rabbi Ishmael qui introduit la shrina, ok, et surtout cette histoire de 14 jours. Donc on se bat avec cette histoire de 14 jours. D'accord? Qu'on n'a toujours pas expliqué. Qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. On a même ou couche, d'accord? Donc on pourrait comprendre cette histoire que ce soit 14 jours si c'était à partir de l'enfantement, dit-il, je résume un petit peu rapidement, on peut l'accepter, d'accord? Et de la même manière que Mais dis-moi, dans le cas simple, dans le cas du Dayo, sur quoi porte le Kalvachomer dans ce cas-là? le Kalvachomer, il porte uniquement sur le transfert au Lamed de la Khumra bête qu'on connaît dans le Melamed et pas dans le Lamed. Non, mais en clair, ça veut dire dans le cas concret, là, dans notre cas concret d'Hachem et du Le cas concret, Père et d'Hachem. c'est qu'on Alors, apprend. quel est le Lamed et quel est le Mélamed? Le Lamed, alors, Le vas-y, le Mélamed, Mélamed, c'est son Myriam. père, elle a honte pendant 7 jours. Hein? Mais la Torah n'énonce que ça. Quoi? Et elle dit pour son père, ça devrait être 7 jours. Ça, c'est le Donc, ça, c'est Mélamed. le. C'est explicitement ça, dit. D'accord. Et ensuite, elle saute le nocé du Lamed. Elle ne dit pas et donc pour la Shrina. Ça, c'est Oui, alors? le Limoud et le Dayo. Okay, donc, pour un affront fait à Dieu ou à Moshe, c'est 7 jours aussi. D'accord. Donc là, on voit le Mélamed et le Lamed. Mais le Kalvachomer, c'est-à-dire la Ouais. gradation, elle se trouve où? Entre Alors, qui et qui? lui, le Kal va Chomer, on peut le comprendre comme le Kal, c'est le père, et le Chomer, c'est la Khumra de s'isoler 7 jours. Mais il n'y a pas de Humra. Si, c'est une Il n'y a Khumra pas au de sens où Humra. c'est C'est un ce qu'on a. Dayo, mais ce n'est pas une Humra. Si, c'est une Khumra, c'est-à-dire que c'est une contrainte alarique. Enfin, oui et non, Mais c'est-à-dire ce n'est pas une qu'effectivement, vu Humra. que c'est exprimé en termes psychologiques, c'est pas si bachot que ça. Et d'ailleurs, je serais curieux de voir s'il y a des Gmarotes qui disent que si ton père te crache au visage, tu dois t'isoler vraiment pendant 7 jours dans ta chambre. Parce que si on prenait vraiment au sérieux, ce serait ça. Ouais. C'est vraiment un cas difficile qui a été pris là. C'est super C'est difficile comme difficile cas. parce qu'en plus, parce que finalement, Myriam, elle est frappée de Tsarat. Tu n'as pas besoin de Kalvachomer, de je ne sais pas quoi, pour apprendre qu'elle doit être à l'isolement pendant 7 jours. Les halachot En plus. de Metzora, on les a apprises dans la Ouais. parachat Tazria Metzora, on n'avait pas besoin de ça. Elle est frappée que vous avez De Sarah. Mais ça, on l'a appris dans Vaïkra. D'accord? Oui, mais d'accord, je suis d'accord. Mais ça, on peut répondre en disant que Mais ça vient avant. elle avait la possibilité d'être guérie immédiatement. Alors voilà, mais c'est ça, oui, c'est ça, tu as raison. En réalité, quand je ne justifie pas
tant rate, mais le fait qu'il ne la guérit pas parce qu'elle doit de toute façon s'isoler pendant 7 jours pour une autre raison que ça rate, fondamentalement. Ouais. Mm. Spécial, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ce que. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Et de fait, parce on voit bien, enfin justement, on ne voit pas dans cet épisode-là qu'elle soit. La soie, je n'ai pas entendu. Je Elle t'entends pas. a, Ouais. Ah, par Aaron à Cohen à la fin des 7 jours pour voir si la Tsarat avait disparu. Et Rabbi Ishmael dit les 14 jours, il prétend qu'il le déduit d'un calva romain. Il dit, s'il n'y avait pas le Dayo, on déduirait 14 jours pour la Shrina. Ah oui, s'il n'y avait pas le Daï. Ouais. D'accord. S'il n'y avait pas le Dayo. Ouais, Dayo, c'est que quand, donc là, on apprend pour le père la propriété qui est s'isoler 7 jours. D'accord? Donc le père, c'est un cas cal qui a cette khumra-là, khumra au sens et donc pour le sujet 2, qui est la Shrina, qui est plus grave que le père, on lui transfère la propriété B qui est de s'isoler un certain nombre de jours. Sauf que le dayo, c'est de dire, ben, quand on va transférer la propriété du 1 au 2, on ne va pas la multiplier par un facteur de gravité. On va la transférer à l'identique. il y avait un tzad de le faire. C'est ce que dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, vu que la Shrina, c'est plus grave que le père, alors si pour le père c'était 7 jours, elle aurait dû être plus, disons 14 jours. Oui, bien sûr. Et c'est le disons 14 jours qui est bizarre. Oui, donc c'est ça. C'est que le problème, c'est qu'en toute rigueur, le calva romain, il nous permet de déduire, enfin, c'est de la logique, enfin, voilà ce qu'on sait. C'est 7 jours pour l'atteinte au père. Ouais. Si c'est l'atteinte plus grave, c'est au moins 7 jours. En toute logique, c'est Ouais. au moins. Alors, Après, est-ce que ça peut être plus? Peut-être, mais ça relève plus du calva romain. Ça relève d'un raisonnement soit par analogie pour dire bah, de même que c'est 2 dans le cadre de la conception, et ben, on va dire que c'est 2 C'est ça, dans le c'est cas ça. là, mais on enchaîne avec un autre raisonnement, c'est articulé avec un autre raisonnement. Ouais, c'est ça. Et c'est justement ce qui nous intéresse, c'est cette articulation de ce qu'on appelle abusivement un raisonnement a fortiori, avec un transfert de propriété, ou si on n'avait pas ce cadre-là du Dayo, ça pourrait partir n'importe où. Okay. Sauf qu'effectivement, là, on a un cas où on ne saurait pas faire de proportionnalité puisqu'on est face à l'infini. Mais on pourrait imaginer qu'il y a d'autres cas où on pourrait appliquer une règle de proportionnalité. D'accord? Comme on en avait discuté la dernière fois, même si c'est un cas en réalité, quand on regarde dans la technicité, assez particulier, euh, cette histoire de dire que ça va même encore plus loin. Je rappelle ce qu'on va voir dans Ketzad HaRegel. On disait, si déjà un dommage, je vais d'abord le dire en hébreu, après j'explique en français. Euh, si déjà Shen Varegel dans Reshut Arabim, c'est Patour, et dans Reshut Nizak, c'est Nezek Shalem. Si déjà un dommage causé par un animal dans un comportement nuisible, mais habituel, manger des carottes au marché, etc. Dans le domaine public, s'il est dispensé de peine, et que dans le domaine privé de la personne, si tu passes au marché et qu'il y a des carottes qui traînent à terre et que ta vache les mange, alors que si ta vache va manger dans le champ du voisin, le voisin va dire bah non, ta vache elle vient dans mon champ manger les carottes, tu me payes les carottes. Okay. Et que Keren, c'est-à-dire un comportement agressif et inhabituel, dans Reshut Arabim, c'est Khatsinezek, qui paye la moitié des dommages. D'après Rabbi Tarfon, on devrait faire un calvar Homer ici, en disant il paye Nezek Shalem, il paye l'intégralité des dommages ça se passe dans la propriété de celui qui subit les dommages. C'est d'accord, là. Alors, ça dépend. En fait, il y a deux dayos possibles. Parce que
parce que les Chachamim vont dire à Rabbi Tarfon, non, 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 mais la propriété qu'on transfère, c'est pas le Nezek Shalem de Shen Varigel, c'est le Chatsi Nezek de Keren dans Reshut. Je suis d'accord. Ah, Les Chachamim vont dire non, en fait, tout ce que tu peux apprendre du Melamed que Shen Varigel, c'est pas tout dans Reshut Arabim, et on est chayav, on doit payer quelque chose quand on crée des dommages dans la propriété. Mais ensuite, pour savoir combien on doit payer, mais voilà, je sais que Keren dans Reshut Rabim, dans la Torah, c'est la moitié des dommages. Je ne sais pas combien c'est dans un domaine privé. Le Kalvachomer, à partir de Shen Varigel, m'apprend qu'effectivement, on paye aussi des dommages dans un domaine privé. Mais combien on paye? Eh bien, je vais au minima. Si c'est la moitié des dommages pour Keren dans le domaine public, c'est aussi la moitié des dommages dans le domaine privé. Oui, mais, bon, là, mais la solution, c'est la moitié des dommages dans le domaine privé ou la totalité des dommages? La moitié des dommages. Ah, je n'ai pas compris. Moitié des dommages. Ah oui. Pour Rabbi Tarfon, c'est la totalité des dommages. D'accord. Pour Chachamim, c'est la moitié des dommages. Comment je fais un tabarnak? Ouais, c'est-à-dire, est-ce que on verra ça, ça va être compliqué. Je vous préviens. Si vous voulez le bosser, c'est dans Baba Kama, Daf, Kaf Dalet Amoud Bet et Kaf He Amoud Aleph. C'est donc dans Ketzad Regel, c'est une Mishnah, parce que c'est une marquette entre Rabbi Tarfon et Chachamim. Et nous, on va tout analyser ça parce que c'est ce que lui va appeler, à la suite de ses prédécesseurs, la différence entre un Kalvar Chomer à Ikra Dedina et un. Est-ce qu'on transfère la propriété du Melamed ou est-ce que s'il y a une Choma encore plus grande dans le Lamed, et ça va être compliqué parce qu'il va falloir construire ce sorte de carré de propriété. Sur la Tarfon, on comprend bien. Oui, ça a l'air logique. Parce qu'on se dit, c'est plus grave. Ouais. Dès lors que la loi décide qu'on est puni dans le domaine public, ça veut dire que c'est plus grave, enfin, on est plus responsable quand on a un animal dangereux, pour ce qui se comprend. Et donc, la sanction qu'il y a dans le domaine privé, de la première hypothèse, c'est à minima celle-là, puisque l'animal, là, n'était pas dangereux. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le raisonnement de Chachamim, d'accord. Voilà. D'où on sort d'ailleurs? D'ailleurs, on sort de l'histoire de Myriam. Alors, pourquoi? Alors, il y a deux façons dont on sort de l'histoire de Myriam. Il y a la façon dont la Braïta le sort de Myriam, en disant on aurait pu penser que c'est plus et on va limiter. C'est ça que veut dire d'ailleurs. En fait, les psukim n'explicitent pas le cas de Barchomer, d'accord? On a dit si c'était son père, d'accord? Et c'est ce que j'ai un peu sauté ça, mais c'est ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Il dit, pardon. Pardon, j'ai perdu ce que je. Ouais, c'est ce que j'avais sauté tout à l'heure, je crois. Il est comme ça. Moi, je sais plus aussi. Mais il dit attendez, je vais retrouver ça, c'est important. Ce qui est bizarre, c'est qu'avec les Chachamim, on n'a pas besoin de la première hypothèse. On peut le démontrer, on peut arriver à la conclusion que c'est la moitié juste en disant, bah, si dans le domaine. Non, parce qu'on n'aurait pas appris que Birchlal, il y avait une obligation de payer dans le domaine privé. Pas dire. Oui, d'accord. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est pas évident, mais. Ouais, pas appris, d'accord.
Ah non, mais on va s'amuser. Ouais, c'est-à-dire que oui, on apprend de la première, il faut payer dans le domaine privé, Ouais. et de la deuxième, qu'il faut payer quand on a un animal dangereux. Ouais. Alors, on a besoin de la. Ouais. La moitié, d'accord. Encore, c'est justement parce que c'était pas censé être un animal dangereux qu'on paye le moitié d'un keren. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, le keren paye la moitié des dommages parce que quand il est présumé tam, c'est-à-dire que c'est un comportement qui n'est pas habituel. Mais toute la question va être la question sous-jacente, en fait, pour cette question, est-ce qu'on fait un kalvachomer à partir de Khatsi Nezek ou de Nezek Shalem? C'est payer la moitié des dommages. Pourquoi? Est-ce que c'est normalement, ça a causé des dommages, mais le prévoir, donc on te fait une réduction, d'accord, comme quand vous payez une amende dans les 3 jours? Ou est-ce que, vu que tu ne pouvais pas t'y attendre, normalement tu ne devrais rien payer, mais pour t'inciter à faire attention, parce que même si c'est un comportement inhabituel, donc tu dois quand même avoir une surveillance, et donc on te met une amende de la moitié des dommages. Mais je sais pas, l'animal, présumé, dans le deuxième cas, il est dangereux ou il n'est pas Il dangereux? n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux, mais qu'un taureau mette des coups de sabot ou des coups de corne, même si ce n'est pas un taureau agressif, on sait que ça arrive. Enfin, c'est quelque chose que les animaux font quand même, tu vois. Donc, ce n'est pas un comportement inhabituel. Le premier cas, je n'ai pas compris, parce que dans le premier cas, ce n'était pas dangereux et comportement habituel, et le deuxième cas, ce n'est pas Alors, dangereux. Shem Veregal, c'est un comportement habituel. C'est-à-dire qu'un animal, quand il se déplace, il marche, il casse des choses si le passage est étroit, s'il y a des trucs à manger, il va les manger. D'accord. Ça, c'est le premier cas. Voilà. Ça, c'est Shem Veregal. Keren, c'est il va avoir un comportement agressif. Okay. Donc, c'est un animal qui, en général, n'est pas un animal agressif. Donc, ce n'est pas un comportement habituel, mais tout le monde sait que ça existe, des taureaux que les animaux qui ont un comportement agressif. Tu vois, tu as un chien. Ah non, il ne mord pas, il mord pas. Oui, je sais que tu peux me dire ton chien ne mord pas, mais des chiens qui mordent, ça existe. Des chiens qui crachent du feu, ça n'existe pas. Ça, c'est comportement inhabituel. Voilà. Ah ouais, mais tout, les deux Voilà, cas, compare avec un chien, tu vois, compare avec un chien. Un chien qui fait ses besoins dans la rue, tous les chiens font ça. Okay. Donc, tu ne peux pas dire, ah, je n'avais pas prévu. Non, bah si, tu sors ton chien, et caca dans la rue, tu dois avoir ton petit sac pour ramasser. Est-ce que tu peux t'y attendre? Ton chien qui va mordre des gens dans la rue soudainement, tu peux dire, mais il n'a jamais fait ça, ouais, etc. S'il a déjà fait ça, tu dois lui mettre une muselière, c'est sûr. S'il n'a jamais fait ça, tu pouvais dire, mais pour le coup, tu ne peux pas non plus le promener sans laisse. Okay. Un chien, même qui ne mord pas, on ne le promène pas sans laisse. ah oui, donc là, effectivement, Parce qu'effectivement, il peut avoir tout d'un coup un comportement qui n'est pas dans ses habitudes, mais qui fait partie d'un comportement de chien. ah oui, donc là, effectivement, on a besoin d'apprendre qu'un comportement inhabituel, ça peut entraîner le paiement d'une somme d'argent. Donc, on a besoin de l'apprendre du public, du domaine public. Voilà, ouais, exactement. D'accord. Parce qu'effectivement, on aurait pu dire, voilà, bon, un animal qui a un comportement agressif dans le domaine public, bon, suppose que ça peut arriver, donc tu dois payer quelque chose, mais un animal qui tout d'un coup va aller s'introduire chez le voisin et là commencer à l'attaquer, on va dire, mais ça c'était complètement, je ne pouvais pas m'y attendre. Okay. Je promène mon chien sans laisse dans la rue, tout d'un coup mon chien se jette sur le chien d'une passante. Okay. Il n'a jamais fait ça. Ouais, bon, mais on sait que les chiens, ça fait dommage. Tout d'un coup, mon chien s'échappe de chez moi, va chez la voisine et bouffe le chihuahua de la voisine. Je peux dire, mais non, mais c'est un concours de circonstances complètement improbable, tu vois, je ne peux pas être tenu responsable de ça. Alors, j'avance. Michel,
Et Beshem Rabbeinu Chaim Cohen, Tiatzut Tirutza. Donc notre Tosfot rapporte une autre réponse. Une autre réponse donc, de Rabbi Chaim Cohen dans Masechet Svarim, là-bas, toujours sur l'analyse fonctionne le Dayo aussi. Rab Chaim Mefaresh, des Minadin Havale Lomar Kalvachomer Lishchina Leolam. Si on avait un Kalvachomer de proportionnalité, on aurait dû dire, bon, le Père c'est 7 jours, la Shrina c'est infini par rapport au Père, donc c'est pour toujours. Et là, des Nakat Arba Esreyom, Keneged, Shte Esgerot. Mais vu que le sujet à propos de Myriam, c'est le fait qu'elle soit recluse, okay, alors pourquoi est-ce que la Brata de Rabbi Ishmael dit 14 jours? Parce que c'est pas que c'est 2 fois 7 jours par rapport au Père, c'est que c'est 2 périodes consécutives de 7 jours. Des Lomatsinu Yoter Mishte Esgerot. D'accord? Parce que dans Ilchot Sarahat, le seul cas qui est envisagé, et puis si ça est enfermé pendant 2 fois 7 jours. D'accord? Donc en fait, c'est pas si le Père c'est comme ça et la Shrina c'est plus que Shrina, c'est 2 fois plus que le Père. C'est si déjà pour le Père il y a une peine de réclusion, alors pour la Shrina ça doit être la peine maximale de réclusion. Or dans la Torah la peine maximale de réclusion c'est 14 jours. C'est ça son raisonnement. Que la Shonazé est בפרקי רבי אליעזר, קל וחומר השכינה שתי אתגרות. מסכת זרים. אשר, on dit bon, il en dit plus, mais c'est ça l'idée. Sauf qu'en réalité, on n'en a rien à faire pour le Père, ça soit 7 jours. En réalité, la seule chose qui compte, c'est que pour le Père, il est puni. Voilà. Parce que, de toute façon, pour la Shrina, ça va toujours être le maximum. Si, on a besoin de savoir que c'est 7 jours pour le Père, pour le Dayo. Non, mais pas pour dire 14 jours. Non, voilà, c'est ça qu'il dit. Les 14 jours, c'est pas un x2 par rapport aux 7 jours du Père. On a rien à faire, c'est pas 7 jours pour le Père. Voilà. C'est dès lors qu'il est puni, dès lors qu'on sait qu'il dès lors que c'est une peine de réclusion, ça va être la peine maximale de réclusion. ואם כל זה הוא לשון קשה, אבל הדיבור זה גם קומפליקé, איך יתיר הקושה באומרו שהם 2 סגרות. אחר דמין הדין האלו לומר לעולם. Mais il dit, ok, mais finalement, tu m'as. Et pourquoi tu dis pas alors si c'est. Pourquoi tu dis pas. אבל מה שנראה לי לפרש בדבריו, הוא שבאומרו 14 יום, שהם 2 סגרות, אבל כאילו אמר קל וחומר לשכינה לעולם, לפי שלא מצינו למצורע להיות מצורע מוחלט לטמא לעולם, אלא של סגרות גדול. En fait, c'est ce que j'ai. C'est logique. Oui, c'est ce que j'ai anticipé. Il dit voilà, on applique la peine maximale du Metzora, et c'est 2 fois 7 jours. ולזה אמר קל וחומר לשכינה 2 סגרות, שהם הימים אשר עושים מהמצורע טמא מוחלט לעולם. ולזה הקשו התוספות ואמרו וקשה אם כן, d'accord, et c'est là-dessus que Tosfot réagissent, ils disent d'accord, tu dis les 14 jours là donc pour Myriam, les 14 jours qu'aurait pu avoir Myriam, c'est les 2 fois 7 jours du Metzora. Mais il dit, il aurait dû faire que 13 jours, d'accord? Mais Shosh ce serait Yamin Sagi. Les Shte Sgerot de Metzora Mukhlat, En Bahem et là, Shosh ce serait Yamin. Des Yom Shvi'i, les Kan et les Kan. Comment ça se passe? Il arrive le dimanche. Okay. Tu as la tzarat. Okay. Tu restes enfermé pendant 7 jours. Okay. On ne va pas prendre dimanche, on va prendre lundi, c'est plus simple. Okay. Enfermé pendant 7 jours. Donc il reste enfermé de lundi à dimanche, le 7e jour par rapport à lundi, on l'examine. Ah ben, ça s'est étendu, machin, etc. Ou non, ça ne s'est pas étendu, ou je ne sais plus, bref. Ouais. Tu dois encore rester enfermé 7 jours. Oui, mais le premier jour de la 2e semaine, c'est le jour où il est examiné. Donc, c'est le 7e jour de la première semaine. Donc, il fait de lundi à dimanche et de dimanche à samedi. Et là, ils ne sont plus du Calvachomer. Non, mais c'est dans la logique de dire si la paix, pourquoi est-ce que qu'on aurait pu penser que le Calvachomer entraîne 14 jours, parce que c'est les 2 semaines du Metzora. Mais le Metzora, ce n'est pas 14 jours, c'est 13 jours. Mais ça, c'est acquis, c'est 13 jours. Apparemment, oui. Je ne suis pas, j'avoue, je ne suis pas suffisamment baki en Tumavetara Metzora. C'est une grande faute.
דאחי תנא במסכת מגילה, אין בין שתי הסגרות פחות מ-13 ימים. ותרצו דלישנא דקרא נקא דקרא בכל ייסגר, כתוב 7 ימים. וזה אמר 2 פעמים 7 ימים שהם 14 יום, זה הנראה לפרש לפי כלשון התוספות. Et donc, comment alors il y a une autre façon de déduire les 14 jours, c'est pas ça. Ce serait, et là il faut revenir au psukim, d'accord, où on dirait, parce que le passouk qui dit 3 fois, ok. La troisième fois, je dis, n'est-ce pas que si elle avait été, son père lui avait craché au visage, elle aurait été humiliée pendant 7 jours. Elle s'enfermera pendant 7 jours en dehors du camp, et ensuite elle sera réintégrée. Et Myriam s'enferma hors du camp pendant 7 jours, et le peuple ne voyageait pas jusqu'à ce que Myriam fût réintégrée. Donc on nous dit, pour le père, 7 jours, et Myriam fut recluse du passage 14, qui est le Tisager Shivat Yamim Michus Samachane Ve'achar Te'asef. Est-ce que c'est la conclusion de Alotikalem Shivat Yamim? Et que donc ensuite le pasuk 15 qui nous dit Vatisagar Myriam Michus Samachane Shivat Yamim, ça vient insister sur le truc. Ou est-ce qu'il y aurait une autre lecture de dire Tikalem Shivat Yamim, donc de base, elle fait 7 jours. Tisagar Shivat Yamim, elle referait 7 jours. Et ensuite, la troisième occurrence, Tisagar Myriam Michus Samachane Shivat Yamim, c'est ça qui nous apprend le Dayo. Que dans le Passouk 14, on nous dit 2 fois 7 jours, donc on aurait pu penser qu'elle fait 14 jours. Et le Dayo, on l'apprend du Passouk suivant qui nous dit elle n'a fait en réalité que 7 jours. Et on verra que là aussi, c'est le soubassement théorique de la marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Je ne rentrerai pas trop là-dedans parce que la dernière fois que je me suis amusé à faire ce jeu-là, à comparer dans le détail comment les différents Tosfot et les différents Rishonim des générations postérieures rapportaient les Rishonim des générations antérieures et qu'on se retrouvait avec 15 alternatives. J'ai perdu tous mes élèves. J'étais jeune, hein, c'était il y a 8 ans, un truc comme ça. On avait fait, je le raconte parce que c'est marrant quand même, on avait fait Perek Hazav. Perek Hazav, c'est les halachot du change de monnaie, et donc de la théorie monétaire de la Torah, c'est quoi une monnaie par rapport au troc, etc. Et là-bas, donc Perek Hazav, il y a une discussion de savoir comment ça fonctionne là-bas. Je suis désolé pour la digression, mais c'est un souvenir marquant pour moi. Là-bas, la discussion, c'est de savoir quand je vais acheter un objet, je vais acheter un téléphone, c'est clair que j'achète le téléphone et je donne de l'argent pour acheter le téléphone. Et qu'après, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de savoir est-ce que la transaction elle est complète dès que j'ai donné l'argent, ou est-ce qu'il faut que j'ai pris l'objet, que la transaction soit complète. Mais les deux modalités de la transaction sont claires. Il y a un objet qui est acheté et il y a de l'argent qui sert à acheter l'objet. Mais quand je vais changer de l'argent, quand je vais changer des pièces d'or contre des pièces d'argent, qu'est-ce que j'achète et avec quoi j'achète? Et la conclusion du Bavli, il est que Hazav connaît à Kesef, c'est-à-dire que c'est l'or qui est l'objet que j'achète.
et l'argent qui est la monnaie avec laquelle j'achète l'or. Et c'est pour ça que Hazav connaît à Kesef. L'acquisition n'est effective que quand j'ai pris l'or. Si j'ai pris l'or et que je n'ai pas donné l'argent, j'ai acquis l'or, mais je dois de l'argent au commerçant. Okay. Si j'ai juste donné de l'argent au commerçant, je n'ai pas encore fini la transaction. Et de fait, le Talmud Yerushalmi, qui lui conclut à l'inverse que c'est l'or qui est la monnaie et l'argent qui est acheté, ce Pérec-là dans le Yerushalmi ne s'appelle pas Pérec Hazav, ça s'appelle Pérec HaKesef. Parce que lui, il a comme Gersa de la Mishnah, HaKesef connaît Hazav. On dit, déjà, il faut comprendre que la Gersa d'une Mishnah dans le Shas Bavi ou Yerushalmi dépend des conclusions du Bavi ou de Yerushalmi. Ils choisissent la Gersa en fonction de la maskana qu'ils ont. On aurait pu croire le contraire. La maskana dépend de la guerre. Non, parce qu'en fait, ils ont les deux Gersaot. C'est-à-dire, toute la discussion dans le Bavi, c'est que il y a une Mishnah qui dit à Hazav connaît la Kesef, et il y a une autre Mishnah, ou peut-être une Braïta, d'accord, mais Mishnah ou Braïta, va savoir, ok. Il y a deux Tanaïm, il y en a un qui dit Hazav connaît la Kesef, l'autre qui dit Kesef connaît Hazav. Okay. Et Marloquette, le Bavi, le Yerushalmi, il conclut que Kesef connaît Hazav, mais c'est ça qui met comme dire ça dans sa Mishnah. Okay. Bref, mais c'était pas ça la blague. La blague, c'est qu'ensuite, il y a toute une discussion dans le RIF sur savoir si, à partir du moment que, par rapport à l'argent, l'or, c'est l'objet qu'on achète. Est-ce que, si je vais acheter ensuite un smartphone et que je paye avec des pièces en or, est-ce que l'or est quand même une monnaie par rapport à un objet que j'achète? Ou est-ce que l'or, en fait, c'est pas de la monnaie, je fais du troc, d'accord? Et donc, il y a un avis de Ravaï Gaon qui dit comme ça que l'or n'est jamais monnaie. Et le RIF le rapporte en donnant une explication. Pas forcément en donnant une explication, mais en tout cas, le Baal HaMaor, on commente le RIF, donne une justification à la Shita de Ravaï Gaon, dispute cette interprétation du Baal HaMaor. Et ensuite, dans les Tshuvot HaGeonim, il y a une Tshuvah des Geonim sur cette question-là, qui est sans doute une Tshuvah de Ravaï Gaon, et qui a une Shita qui est ni celle du Baal HaMaor, ni celle du Rambam. Et donc, on avait trois Shitot complexes, et tout le monde a lâché. De voir quand même que on peut avoir un Rabbi Chaim Cohen dans le Tosfot, dans Zvachim, qui a et d'autres Tosfot dans une autre Masechet qui rapporte la Shita de Rabbi Chaim Cohen selon une autre version. Il dit comme ça. Et là, on rejoint ce que tu disais. C'est-à-dire, il dit, mais en fait, si on avait un Kalvachomer, on va arrêter dans 5 minutes, je pense, un truc comme ça. C'est bon? Il dit, en réalité, le Kalvachomer nous dit, voilà, si pour d'après, encore une fois, en restant dans le cadre de la Braïta de Rabbi Ishmael, okay, si pour le père c'est 7 jours, alors pour la Shrina, ça doit être au moins un peu plus que 7 jours. Qui viennent d'affecter Mesheva, d'Ainu Esger Echad, ou Kme acheter Esgerot. Vu qu'on a passé le seuil de 7 jours, d'accord, qu'on est au-dessus de 7 jours, alors le prochain palier, c'est une logique quantique. Si on a passé le quantum 1, on arrive aux 2 quanta. Okay, et la Shonze est l'eau mashma, mashamou et pérouge de Dvarav, et ça, bon. Et il dit, ça ne colle pas tout à fait à ce qui est dit dans Masechet Zarim, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est pas loin quand même. Hein. Ça doit être un autre commentateur, mais je ne sais pas qui c'est, il faut que je revoie. שתירת סזות הקושיה, וזה שונו עוד טעם אחר, כי אין לנו יכולים להוסיף אליו מעלה אחת.
Si on doit avoir une logique proportionnelle, on peut rajouter qu'un seul degré. De akarazé ata les glouyer la noudin kalvachom. Parce que ces psukim-là nous apprennent deux choses. Ils nous apprennent le kalvachomer et le dayo. D'accord? Donc on est dans la lecture de Rashi. On apprend et le kalvachomer et le dayo. Donc, ça vient nous expliquer que kalvachomer, c'est une notion qui existe. D'accord? Et que s'il n'y avait pas le dayo, donc on devrait appliquer une proportionnalité. Mais ça ne nous dit pas exactement quoi. D'accord? Veimba les faresh et l'olistom. Veimken ba les faresh et l'olistom. Donc, ça, on a une règle que même quand on ne sait pas explicitement explicite, quand la Torah vient nous donner un enseignement, elle vient nous donner un enseignement qui est délimité, qui est circonscrit, pas pour nous balancer un truc et puis après on ne sait pas comment ça marche. Imken, tafasta muak tafasta, d'accord? C'est cette logique-là qui trop embrasse, englober, agrandir le champ d'application des choses, tu l'étends au minimum. Parce que si tu l'étends au minimum, tu sais que tu avais une obligation d'étendre et tu as étendu et tu t'es arrêté. Tu dis, bon, si on doit étendre, étendons au maximum, tu t'arrêtes jamais. Si tu commences à rajouter, où tu t'arrêtes. Voilà. Les kavanato baiser le mardachar chez ratsinu lilmod mikan din kalvachomer. Donc, kalvachomer, ratsinu les faresh velo listom. לזה כאשר נרצה ללמד או ללמוד וללמד מכאן החומר לא גם רינן אלא מעלה אחת יתרה על המלמד ואם כן אם באת להוסיף לא תדע כמה וישר הדבר סתום לזה נתן קצבה להוסיף מעלה אחת ואם כן מכאן נלמוד במקום דלא אמרינן דיו יולה אליה למד על המלמד בהיותה חמור ממנו. Donc en réalité ce qu'il vient nous dire c'est que même si on n'avait pas le dayo et qu'on appliquait une règle, voilà, on n'appliquerait pas une règle de proportionnalité. On dirait, bon, ok, puisque le deuxième sujet est plus ramour que le premier sujet, donc on va augmenter la khumra qu'on transfère d'un degré, parce qu'il faut bien qu'on applique une règle, voilà, d'intensification de la khumra, mais tu ne vas pas l'intensifier à l'infini, sinon tu t'en sors pas. Donc tu l'intensifies de... C'est une sanction. Ouais. Il s'agit de ne pas y aller, enfin, je veux dire, de ne pas aller au-delà de ce qu'il faut, oui, non, puis peut démontrer. Enfin, et puis voilà, surtout, on est là pour nous apprendre des dîmes, tu vois, pas pour nous faire du moussard. Si tu nous apprends des dîmes, il faut que les choses elles soient circonscrites. Okay. Circonscrit, tu sais que s'il n'y avait pas le dayo, tu sais que tu devrais monter, tu montes d'un degré. Parce que si tu ne montes pas d'un degré, tu montes quoi? Tu montes de 2 degrés, tu montes de 10 degrés, tu montes de 100 degrés, tu n'en sens pas. Parce que de la même manière, on avait parlé. On t'entend pas, Julien. Julien, on t'entend plus. Ah ouais, ça a coupé. Si quelqu'un vole et qu'il doit rembourser parce qu'il est pris dans le sac, il paye plus que la totalité de l'objet volé, il paye le double. Si c'est short vassé, il paye 4 fois, voire 5 fois la valeur. Okay, donc, on aurait pu, donc tu peux partir dans Calvachomer à partir du moment où tu peux faire des Calvachomer où tu vas être x10, x100. Il faut rester dans les équipes. Il faut rester dans les équipes quand même. Ça dépend. C'était la logique de dire si on était. Ça, c'était la logique de dire si on était dans Metzora, c'était les 2 Esgerot, c'était le maximum, tu vois. Mais. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut dépasser alors que c'est une Torah pourquoi pas, tu vois, imaginons si après tu me fais un calvachomer à partir de Chorvassé, si Chorvassé c'est déjà 4 et 5, et ben pour tel truc, calvachomer ça va être 2 fois plus, ça va être 10. Okay. Mais il est logique de dire théorique que ce soit infiniment pas plus pour le cas de Torah. Alors, c'était la logique, c'est effectivement tu as introduit la notion de Shrina. Mais si on avait cette idée que justement, il n'y a pas de... Mais c'est un problème, parce que ça voudrait dire que la Shrina, c'est un Esger Léolam, parce que Dieu est infini, et qu'en réalité, tu n'as pas entre ton père et la Shrina. Et c'est vrai que, en fait,
tu vois, nous, on est habitués parce qu'on lit ça et qu'on a des rapports familiaux avec Akadosh Baruch Hu, ok? Mais je peux vous dire que les musulmans qui lisent ces trucs-là, ils disent, mais quel rapport? Quel rapport? Tu vas comparer l'honneur de ton père, mais c'est pas du tout comparable. Et en plus, l'honneur dû à Dieu, ça peut pas être infini, vu qu'on n'est pas infini. Donc nous, on peut pas attendre de nous qu'on rende un honneur infini. Non, mais on aurait pu dire, voilà, et ben, elle sera enfermée jusqu'à la fin de sa vie. Enfermée jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. וזהו היתר מוען, זה שאמרו כבחומר לשכינה יותר מעט משבעה, שיצא שצריכין עלו להוסיף על השכינה, d'accord? אבל לא בלא קצבה היותר מועט שנוכל להוסיף, סתם מעט תפס. היותר מעט שנוכל לקחת להעלות השכינה, מעל אחד, הוא הסגר אחד. Et donc, si on a cette logique-là, donc on sort de cette application du Metzora où 13 jours, donc on comprendrait que ça fait non pas qu'à partir du moment où on a passé le seuil, le niveau 1 de 7 jours, on passe au niveau 2 qui serait 14 jours. On ne passe pas au niveau 10 ou au niveau infini. Okay. Bon, je propose qu'on s'arrête là. On ira peut-être un peu plus rapidement sur la fin. Et ensuite, on reprendra la suite qui est, donc, je vous l'annonce déjà, mettez en page combien. Où est-ce qu'on était arrivé? Très Karisha, on a fait ça. C'était là. Ensuite, on reprendra ici, c'est-à-dire Dav Gimel, Achelek Hashemi. Okay, où on va rentrer plus dans le détail de la structure de chacune des prémices du Mélamed et du Lamed. Ok? Bon, j'espère que ça n'a pas trop mal enregistré. On a encore quelques petits problèmes de. Allez, bonne soirée. Je ne serai pas là. Bonne soirée, Shabbat Tov. Hein, pardon? Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais on reprend en 2 semaines. C'est les fêtes, dans 2 semaines, c'est Rosh Hashanah. C'est l'avant-veille de Rosh Hashanah. On aura un peu de temps, non? Regardons ça. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le calendrier, mais à mon sens, c'était bientôt. C'est vendredi. Rosh Bon, Hashanah, faut voir. c'est mercredi soir. On peut faire chiour, hein. On verra comment. D'accord. Non, c'est pas moi qui cuisine, mais c'est moi qui fais chiour. Voilà, je prépare aussi. Tu fais au moins les courses. Oui, mais les courses, je les aurais faites avant. Je ne les fais pas au dernier moment. Parce que si tu fais les courses au moment où madame doit cuisiner, elle va te crier dessus. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est... Allez, comme tout. Finalement, la nomination de Canton.